C'était juste génial de pouvoir rejouer à Flesh and Blood. Et ça, c'est grâce au nouveau format, le Silver Age. J'ai toujours adoré ce jeu, mais c'était pas évident pour moi de le consommer en tant que side TCG. Là, la formule du Silver Age, le nouveau format, est ultime pour ça. Que vous soyez nouveau joueur ou joueur de TCG aguerri, le Silver Age, c'est la bonne réponse. Si vous êtes nouveau joueur, c'est une porte d'entrée exceptionnelle. Vous pouvez découvrir le jeu pour vraiment quasiment rien. Les préconstruits coûtent à peu près 20 € et sont déjà prêts à jouer en tournoi. Et si jamais vous voulez monter un deck compétitif, ça vous coûtera à peu près aux alentours des 20 € aussi. Et si vous êtes un joueur régulier de différents TCG, le format Silver Edge n'a pas de rotation, donc vous pouvez tout le temps continuer à jouer vos decks. Et en plus de ça, si vous quittez le jeu comme moi pendant quelques mois, et ben revenir sur le jeu est extrêmement simple, parce que les decks que vous avez laissés le temps pendant lequel vous n'avez plus joué, et ben ils sont toujours disponibles et jouables quand vous reviendrez. Et dans le pire des cas, s'il se trouve que le metagame a évolué et que vos decks sont plus assez performants, eh ben ça vous coûtera quasiment rien de les mettre à jour, voire même de changer de deck. Donc c'est la formule ultime pour démocratiser ce jeu qui est Flesh and Blood, qui pour moi est le meilleur TCG récent, TCG émergent on dira. Et on avait à cœur de pouvoir pousser le jeu même de manière locale. Donc en collaboration avec Legend Story Studio, et merci énormément à eux de nous avoir fait confiance sur ce point-là, eh bien, on a organisé un tournoi sur Toulon, dans notre ville, pour mettre en avant le Silver Edge, en collaboration avec la boutique Seiza, qui est une petite boutique du centre-ville de Toulon. L'idée, c'était de faire venir le plus de personnes possible, avoir pas mal de récompenses et de lots qui avaient été envoyés par Legend Story Studio, avec notamment une boîte à gagner, pour pouvoir inciter les gens à venir et à découvrir le jeu et à passer un moment avec nous. L'événement était super, on a affiché complet, et le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon retour d'expérience, en vous racontant un petit peu comment s'est passé mon tournoi. Pell a participé à cet événement avec moi, et il vous a raconté son tournoi sur son compte Instagram. Vous avez le lien en description, il a fait un petit reel qui résume tout ça. Donc je vous laisse aller regarder. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, j'essaye de vous embarquer dans l'aventure avec moi. Si jamais vous n'êtes pas encore joueur de Flesh and Blood, peut-être que cette vidéo vous donnera envie de vous y mettre. Si vous êtes déjà joueur de Flesh and Blood, bah continuez à vous régaler. C'est le top. Je fais un rapide big up à nos sponsors sur la chaîne. GameGenic, qui est notre partenaire accessoire pour toute l'année 2026. Merci énormément à eux. Si vous voulez protéger vos cartes, les sliver, les ranger dans des classeurs, protéger vos decks dans des deck box, globalement, ils font de super produits. Et je fais un gros big up à Card Nexus, qui est la plateforme TCG tout en un. Vous pouvez lister toutes vos collections de n'importe quel TCG. Il y a une marketplace pour mettre vos cartes en vente. Flesh and Blood est évidemment compris dans la proposition. L'utilisation de Card Nexus est entièrement gratuit. Il y a un card scanner qui a été ajouté avec une application mobile qui vous permet de scanner toute votre collection ultra facilement. Et en plus de ça, vous avez le code VALPL05. Si jamais vous faites un achat de plus de 15 € sur la marketplace, vous avez 5 € offerts. Donc n'hésitez pas à passer par notre lien pour tester l'application. C'est vraiment ultime. Allez, maintenant je vous laisse avec le débrief de mon premier tournoi Silver Edge. Pour ce tournoi en Silver Edge, j'avais décidé de jouer Kaio. Alors Kaio, pourquoi? C'est un bon deck, tant mieux, mais c'était pas la raison principale. C'est parce que j'avais déjà le deck en classique construit, donc je savais déjà comment le deck tournait. Et j'avoue que j'avais pas forcément l'envie ou le temps d'apprendre un autre deck, une nouvelle manière de jouer. Donc je me suis dit, ok, Kaio, j'aime bien, c'est une brute, je connais le gameplay, je sais comment ça fonctionne en CC. C'est un bon deck du format Silver Edge, tant mieux. Donc je suis parti de la base du préconstruit, comme la plupart des decks Silver Edge qui ont un préconstruit. Et je l'ai agrémenté avec 3-4 cartes. Vraiment, c'est des commandes à 20 centimes sur Internet. Ce qui fait que globalement, vous pouvez jouer un deck aussi compétitif que Kaio pour une vingtaine d'euros, vraiment. Ça coûte quasiment rien. Ça coûte tellement pas grand-chose que je me suis fait plaisir avec un petit Kaio Marvel, qui est quand même sublime. Hein. Ça, c'est des points de style, mais ça donne du win rate, il paraît, lors des compétitions. Vraiment, je vous le dis, essayez. Quand le héros brille, globalement, vous jouez mieux. C'est une théorie 100% validée par les scientifiques. Voilà, la carte est plutôt sympa. Je vais vous présenter la decklist que j'ai jouée. Libre à vous de la recopier pour faire vos tournois Silver Edge. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre boutique locale pour savoir si jamais ils décident de se mettre au jeu ou s'ils le soutiennent déjà. Vraiment, c'est hyper simple de jouer, hyper simple de monter son premier deck. Le fun vient très très vite. Enfin, j'espère vraiment que le Silver Edge va créer un nouvel engouement pour Flesh and Blood qui se porte déjà très très bien, mais qui lui permettrait d'avoir encore plus d'acquisitions parce que le jeu le mérite énormément. Donc le petit Kaio qui est là.
La decklist que j'ai jouée, c'est une decklist que j'ai trouvée sur internet. Globalement, il y a pas mal de reports de tournois sur le site officiel de Flesh and Blood. Je vous mettrai directement dans la description le petit onglet decklist du site officiel et vous pourrez voir donc les tops de tournois qui référencent les meilleures decklists. Et il y a pas mal de tournois en Silver Edge et donc notamment pas mal de listes Caillot. Choisissez 101 parmi toutes et ça fera une très très bonne base de départ. J'ai commencé il y a 2 semaines, j'ai pris 2 préconstruits, Dash et Dorinthea, et là j'ai pris Caillot pour le prochain tournoi. Trop bien, mais écoute, je suis content que le format te plaise. On va commencer rapidement par le stuff. Donc j'avais la tête de pioche sur mon stuff de tête parce que ça bloque à 2, hein, littéralement. J'ai jamais utilisé son action, qui est quand même un peu high risk, high reward, mais high risk surtout. On a l'armure de plate prédatoire, ça nous permet de faire des tours un peu patates avec son pouvoir instantané. Bien pensé à bloquer en amont, ça m'est arrivé sur la première game de devoir utiliser son effet instantané sans avoir bloqué et vous perdez 3 points de défense, c'est un peu dommage. C'est l'avantage de Caillot, hein, c'est qu'il a beaucoup de stuff qui bloque très très bien, il a vraiment le frigo en équipement. On a le Gauntlet attire-lame qui est juste là pour bloquer aussi et éponger des dégâts. Les trackers usés, je pense que c'est le meilleur stuff du deck. Ça te permet de récupérer un point d'action. Et donc ça c'est assez fort parce que ça te permet d'avoir go again en fait. Et de pouvoir enchaîner les attaques. Et ça, c'est notre arme. On a une seule griffe de mandibule parce que Caillot est un personnage avec un bras coupé. Donc on ne peut pas avoir 2 griffes. Vu que c'est une arme qui se porte à une main, on pourrait en avoir 2. Mais comme le personnage a qu'un bras, il n'a qu'une seule griffe. Mais ça nous suffit amplement. Pour le deck, on a d'abord les cartes rouges, donc avec la chevauchée sauvage que vous allez jouer en rouge et en jaune. C'est la carte qui vous permet de faire des tours assez puissants parce que c'est une carte qui a naturellement Go Again. En gros, cette carte-là vous demande de piocher une carte et de défausser une carte. Si vous défaussez une carte qui a 6 ou plus d'attaque, la carte va gagner Go Again et donc va vous permettre de rejouer. Mais en fait, comme tout ton deck est composé de cartes à 6 ou plus, quand bien même il peut y avoir marqué 5 ici, le pouvoir de Caillot va les revaloriser en cartes ayant 6 d'attaque, quand elles ne sont pas dans la combat chain. Et ça veut dire que cette carte-là, elle a tout le temps Go Again. Donc c'est un 2 pour 6 Go Again, naturel dans le deck. C'est trop fort. On a ici le hurlement aigu, qui va souvent servir à bloquer la plupart du temps. Frénésie déchaînée, c'est pareil, c'est une 7 pour 3 qui a très facilement Go Again, parce que pareil, on va pitcher quasiment qu'avec des cartes qui ont 6 de patate ou plus. Vous l'avez compris, le deck il tourne autour de ça, le fait de pitcher, défausser des cartes qui ont 6 ou plus, pour envoyer des bonnes mathématiques. C'est un deck qui globalement est très simple à jouer, fait pas de disruption, mais envoie juste de très bonnes maths de manière hyper constante. Tu vas essayer d'envoyer entre 12 et 14 tous les tours, pardon. Et puis parfois tu fais des tours un peu push à 17 quoi. Et quand ton oppo il a 20 points de vie et qu'il doit bloquer énormément pour pas trop souffrir, ça fait la différence sur 3-4 tours d'affilée. Le croc à vif, qui est très très bien, hein. C'est une 6 pour 2 qui est une 8 pour 2, parce que pareil, tu vas toujours défausser une 6 ou plus. Le festin sauvage, qui est une carte que j'ai trouvé difficile à jouer, mais l'avantage, c'est que tu as des mains où elle te permet de pousser énormément de dégâts. En fait, c'est une carte qui est un super extender quand tu as la main pleine, mais qui est un peu une carte de merde quand tu vas devoir commencer à bloquer. Mais l'avantage, c'est qu'elle bloque bien. Donc en fait, tu vas bloquer avec elle quand ta main se réduit. Et quand ta main est très large, là, dans ce cas-là, c'est un extender qui pousse bien. Seuls les plus forts survivent, c'est une 3 pour 7, qui en plus peut faire de la disruption, ce qui est rare dans le deck. Le réduire en bouillie quand ton oppo il stagne à 1 ou 2 PV et que tu as du mal à le finir, c'est la carte qui, avec Dominate, te permet d'outrepasser les blocs. Donc c'est un peu le genre de carte que tu cherches en late game, qui est vraiment puissante. Bousculade, je trouve que c'est la meilleure carte de fin de chaîne. En gros, ta dernière attaque du tour, c'est bousculade et tu pushes à 8, c'est énorme. 8 si t'as un buff, sinon c'est une carte qui fait 2 pour 7. Oui, c'est vrai que je dis 8. En fait, c'est 8 quand c'est la seule carte de ton tour parce que t'as un token might. Mais sinon, non, c'est une 2 pour 7. Mais j'ai eu une situation où le fait qu'elle attaque à 8 en un tour, en une carte dans le tour, c'était assez intéressant. La chevauchée sauvage, je vous ai dit, on l'a joué en jaune aussi parce que c'est du go again naturel. Pareil pour la frénésie déchaînée. Les crocs à vif parce que c'est juste trop fort. Attention, même s'il y a marqué 5 ici, comme votre héros la revalorise en 6, ça ne vous empêche pas de proc vos effets à 6 ou plus.
Les cartes comme ça, comme Agile, Wind-Up, c'est des cartes qui vont vous permettre ou de pitcher, ou alors de faire une attaque quand votre main est très mauvaise, mais surtout de se défausser pour pouvoir créer un agilité token et donc du coup de donner go again à la première attaque de votre tour. Ça pareil, ça vous permet quand vous n'avez pas de go again naturel d'enchaîner 2 attaques. Comme la plupart de nos attaques font entre 2 et 7, et que moi je vous ai dit que le but c'était de mettre entre 12 et 14 par tour, il faut toujours trouver le moyen ou d'avoir une carte go again dans votre main, ou de créer le go again si vous ne l'avez pas. Et Agile Wind-Up fait partie des ratios mathématiques qui te permettent d'envoyer tout le temps entre 12 et 14. Parce que si jamais on a des mains sans go again, bah, on est un peu obligé de se cantonner à un tour à 6. Et un tour à 6, c'est pas brillant. Ici, on a Assault and Battery. On commence à rentrer dans les cartes bleues. La plupart du temps, les cartes bleues, c'est les cartes qu'on va pitcher. Ça va nous permettre de générer des ressources pour envoyer nos attaques. Et comme elles sont pitchées, on va les revoir si jamais la game dure sur le dessus de notre deck. Quand on aura fait le tour de notre deck, et donc on se retrouvera avec des attaques un peu moins puissantes parce que c'est des cartes bleues, et c'est un peu là où le deck tombe un petit peu dans son aspect fatigue, où on va envoyer des coups qui sont moins puissants parce que c'est des cartes qui nous ont servi pour pitcher à la base. Mais des fois on attaque avec elles, naturellement. Le piétiner impunément, ça bloque bien, c'est assez facile à jouer pour 1, ça fait un bon extender pour faire des tours un peu pushy, quoi. Pareil, lui c'est une bleue mais qui est un go again naturel. Donc on la joue, on joue toutes les versions de Frénésie déchaînée, en tout cas moi dans cette liste-là, c'est le cas. L'instinct fracassant, j'avoue que je ne l'ai pas joué du tournoi. Ça peut être bien intimidé, mais je pense que c'est mieux contre les decks contrôle qui veulent bloquer. Là pour le coup c'était souvent une carte qui me permettait de pitcher. Seuls les plus forts survivent, pareil, ça va rarement toucher un héros, donc ça va rarement avoir son effet de disruption. Donc si vous avez des jaunes ou des rouges à envoyer avec plus de puissance, bah c'est rarement une carte que tu vas jouer. Liquidation agile, même chose que pour la version jaune, sauf que ça pitch en bleu, donc c'est vraiment bien. Le gros câlin, c'est une carte qui se joue pour 2, qui bloque pour 3 et qui est bleue. En fait, tous les blocs 3 bleus, tu veux les jouer parce que ça te permet de bien bloquer et ça te permet de pitcher tes cartes. Je crois qu'on joue en 16 ou 18 cartes bleues pour 40, ce qui fait que tu veux tout le temps dans ta main avoir une ou deux bleues qui te permettent d'envoyer une ou deux attaques rouges ou jaunes, en moyenne. Et le revers inattendu que je n'ai jamais casté. Mais par contre, si tu remportes un duel, tu peux faire un dégât à l'adversaire, sauf que les duels, on peut les remporter seulement en jouant des cartes avec l'effet clash, mais les cartes avec l'effet clash, elles sont seulement dans le side. Donc en gros, cette carte-là, c'est une bleu bloc 3, qui n'a de valeur à faire son effet, sa textbox, que lorsque dans le side, on va sider des Clash of Might, épreuve de puissance, ou alors le Clash of Might rouge. C'est des cartes globalement qu'on va rentrer seulement dans les match-ups très aggro pour pouvoir avoir un peu plus de défense. Mais c'est les seules cartes de side, et il y a aussi Chest Puff qui fait partie du side, mais que je ne sais pas exactement contre quoi rentrer. Enfin, dans quel match-up je dois le rentrer. Au niveau du side équipement, c'est du side contre les Wizards, notamment Kano, qui peut nous faire beaucoup de dégâts d'arcane, et le dégât d'arcane, on ne peut pas le bloquer naturellement avec nos valeurs de bloc, on est obligé de le bloquer avec de la barrière d'arcane. Donc globalement, on va conserver les bots, parce que c'est la meilleure carte du set d'équipement, pour pouvoir justement donner go again une fois dans le tour à des cartes qui ne l'ont pas. Mais par contre, on va switcher tout le reste de notre stuff contre les Wizards qui vont nous faire des dégâts d'arcane avec ce stuff-là. Voilà, tout simplement. Au niveau des siding patterns, j'ai voulu que ça soit le plus simple, le plus concret possible, que je galère pas à savoir quoi jouer, quoi enlever contre tel ou tel match-up. Je vous ai montré le corps du deck, les 40 premières cartes, et ensuite, si j'affrontais un deck trop aggro, je sidais des cartes qui me permettaient de clasher. Mais sinon, globalement, j'avais pas beaucoup de patterns de side pour ce premier tournoi. Et si jamais j'avais affronté un Wizard, ce qui n'est pas le cas, eh ben, j'aurais sidé mon Arcane Barrière. A noter que si vous affrontez des Runeblade qui vont vous envoyer des Runechant, vous pouvez sider un des 3 équipements, pas besoin d'en sider plus, parce que les Runechant, c'est des itérations de 1, donc vous pouvez repayer, entre guillemets, l'Arcane Barrière à chaque itération de Runechant. C'est un peu complexe là comme ça pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais globalement, retenez que si votre adversaire c'est un Runeblade, un lame de rune, un seul des 3 stuffs suffira contre ce match-up là. Donc voilà, ça c'est pour la decklist. C'était un tournoi donc à 16, on jouait en 4 rondes, il y avait une boîte Compendium of Wrath
à gagner pour cet événement-là, hein. C'était vraiment un événement en partenariat avec Legend Story Studio qui avait justement proposé de faire gagner cette boîte-là. Donc un événement plutôt généreux pour fêter un peu la sortie du Silver Edge et l'implémentation du jeu dans cette boutique à Seiza. Et donc le gagnant remportait une display, c'était un Winobox, plutôt cool. Bon, si c'était PL ou moi-même qui gagnions la boîte, elle aurait été redistribuée entre tous les joueurs bien évidemment. Et vous verrez à la fin si ça a été le cas ou pas. Salut, ça va Val? Et oui, Caillot, c'est une valeur sûre, simple à sider. Ouais, simple à jouer, simple à sider, hyper fun. Quand même stimulant, parce que toutes les games de Flesh and Blood sont stimulantes. Tu peux pas juste pousser tes cartes, faut réfléchir. Est-ce que je dois bloquer? Est-ce que je dois pousser? Quelles sont les mathématiques que je fais en attaque? Est-ce que j'ai des meilleures mathématiques en bloquant? Vraiment, vraiment très, très, très bien. Pour le coup, très, très bonne sensation. Mon conseil pour les débutants, demandez comment sider, c'est ce que j'ai fait à mon LGS et ils ont toujours aidé sans problème. Oui, globalement, ce que j'ai aimé, c'est que l'ambiance était vraiment déjà hyper détente. Pas mal de nouveaux, comme on le disait, donc on était tous très accueillants. L'idée, c'était de pouvoir expliquer. Je veux dire, il n'y avait pas d'enjeu au-delà de la boîte, mais je veux dire, c'était un supplément. Les gens n'ont pas payé pour un Winobox, ils ont payé pour un tournoi normal. Et il se trouve qu'il y avait une box à gagner, donc l'enjeu, il était vraiment pas... T'as pas payé pour l'enjeu. Donc globalement, tout le monde était prêt et enclin à aider. Si vous avez surtout en Silver Edge, surtout à Flesh and Blood, la communauté est hyper accueillante. Les gens ont envie que vous découvriez leur jeu, les gens ont envie que vous jouiez avec eux. Donc les gens seront évidemment ravis de vous aider. Et là, quand bien même il y avait une boîte à la clé à la fin, je peux vous assurer que n'importe quel joueur de ce tournoi-là était prêt à aider et à donner... et à donner son avis. Ah, tu devrais plutôt sider ça, tu devrais plutôt faire ça comme ça. Je pensais qu'après la première game, pour expliquer, on roulait sur les noobs. Ça ne s'est pas passé comme ça, Docteur DBT. Après, l'idée, c'est quand même de jouer une partie, et si t'es meilleur que ton oppo, tu vas gagner, et c'est cool. Et je dis pas que tu dois jouer à la place de ton oppo, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais disons que si ton oppo, en début de game, il te dit, bah, je connais pas ton héros, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que je dois sider ça? Bah, évidemment que tu lui dis, c'était vraiment l'ambiance était à... L'ambiance était à la découverte et surtout, ce qui était important, je trouve, c'était que les gens qui ont participé la première fois à leur tournoi Flesh and Blood, on avait envie qu'ils y reparticipent, quoi. Première ronde, j'affronte un nouveau joueur qui justement avait fait les initiations le samedi d'avant, qui est un joueur que je connais de One Piece, donc d'un autre TCG, qui est un bon joueur, et qui a décidé de partir sur le préconstruit Enigma, donc il jouait juste le préconstruit, pas amélioré. Après, cela dit, les préconstruits sont de très bonne qualité, hein. On n'a pas besoin de les améliorer beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, le préconstruit de Faille a fait jour 2 à un calling, qui est l'équivalent d'un GP à Magic. Donc c'est pour vous dire la qualité des préconstruits. Pareil pour Caillot, j'ai changé 4 cartes, hein, donc c'est vraiment des très très bons préconstruits. Enigma, c'est quand même difficile, je trouve, en Silver Edge, parce que c'est un deck qui demande de setup, et là on est en 20 points de vie, donc du coup on n'a pas trop le temps de ce setup. Disons que tu peux pas perdre le tempo, jamais. Là où en classique construit, donc le jeu de base en 40 points de vie, tu peux accepter de perdre le tempo un tour pour le regagner plus tard, ou en tout cas de prendre une grosse attaque pour reprendre la tempo. En Silver Edge, t'as pas trop le temps. Si tu prends un full tour, tu prends entre 12 et 14, tu te retrouves à 6 PV, ton oppo il a fait trop de différentiel. Voilà, t'as pas trop le droit de perdre la tempo et t'as pas trop le droit de prendre un tour un peu push pour la regagner. Donc Enigma, qui est un deck qui doit se setup, qui essaye de proposer du board et qui ensuite va venir te gratter au long terme, ça me semble pas hyper adapté au Silver Edge et ça me semble encore moins adapté à Caillot. Donc quand bien même mon adversaire jouait plutôt bien son deck, genre, il faisait vraiment, j'ai l'impression, je connais pas trop bien Enigma, hein, mais j'ai l'impression qu'il faisait les bons moves, les bons pitchs, les bonnes séquences. Il créait à chaque fois un bon board avec pas mal d'aura. Il avait deux problèmes. Le premier problème, c'est que j'envoyais assez de mathématiques pour clean son board quand bien même il passait tout son tour à setup, la plupart du temps. Enfin, en gros, ou il donnait toute sa main et du coup il essayait de conserver une partie de son board, ou alors il donnait pas sa main parce qu'il avait envie de jouer quand même le tour d'après, mais dans ce cas-là, la plupart de ses auras avaient la ward et donc épongeait une partie de mes dégâts, mais les épongeait pas tous d'ailleurs. Ce qui fait qu'il avait toujours cet entre-deux de ok, ou je bloque pour conserver mon board, ou alors je prends et mon board saute, mais du coup je conserve ma main pour rejouer. Et en fait, c'était jamais une équation gagnante d'un côté ou de l'autre, de son point de vue, parce que je faisais plus de mathématiques que ce qu'il en fallait pour éclater son board. Donc si j'éclatais son board,
j'avais tendance à pousser quand même quelques dégâts tous les tours. Et inversement, si lui il décidait de mettre toute sa main pour conserver son board, bah, son board ne me grattait quand même pas tant de dégâts que ça tous les tours, donc je pouvais les encaisser, sachant qu'il n'y avait pas de disruption. Et il y avait en plus un truc encore plus compliqué pour Enigma, ce qui fait que je ne vous le conseille pas pour débuter en Sage. Les cartes ont Fantasme, et comme Kaio est un très bon deck du format, les cartes avec Fantasme, il suffit de les bloquer avec n'importe quelle carte qui ont 6 ou plus en force, pour que l'attaque soit bloquée et que ton adversaire perde son point d'action. Donc j'imagine qu'il y a des plans de jeu, et j'imagine que des joueurs très expérimentés d'Enigma devraient être capables de trouver des manières de s'adapter à Kaio, mais disons que pour débuter, c'est un deck qui est pas facile à jouer, et surtout pas facile à manœuvrer contre Kaio. Et ça s'est ressenti sur la game, j'ai fini par l'emporter sans trop de difficultés malheureusement. Quand bien même à chaque fois, mon oppo il a réussi à optimiser sa micro pour à chaque fois reproposer un board, essayer d'éponger le plus de dégâts possible. Mais juste on avait la sensation que en dehors des pilotes, les deux decks jouaient pas exactement dans la même cour, quoi. Inversement, je pense que Enigma, comme c'est un deck qui se set up et qui ensuite crée du board, qui est capable d'aller gratter, j'imagine que c'est un bon deck contre les decks fatigue ou contre les decks les plus contrôle, qui eux vont plutôt se positionner comme des prédateurs à Kaio, je pense. Et donc il y a peut-être un engrenage de méta qui doit être favorable à Enigma. Mais si vous commencez, quand bien même le deck a l'air trop cool, tu joues une illusionniste mystique, la DA des cartes est folle, je vous conseille pas Enigma. Pour le coup, c'est un choix audacieux de la part de mon adversaire. Deuxième game, j'affronte un joueur qui lui est un joueur expérimenté de Flesh and Blood, ou en tout cas qui connaissait le jeu, quoi. Je crois qu'il était récent, que ça faisait que quelques mois qu'il jouait, mais il jouait déjà plutôt bien. Qui jouait Lexi, qui est un héros que j'aime bien. C'est un ranger avec un arc qui envoie des dégâts électriques avec donc l'essence de Ice et de Lightning. Je savais pas que c'était un bon héros de Silver Edge. Pour le coup, je l'ai pas trop vu dans les tops. Mais ce que m'a fait mon oppo, c'était assez impressionnant. Le premier tour, il fait quasiment rien. En gros, il set up un arsenal et il envoie, je sais pas, 8 de dégâts, ce que je trouve vraiment famélique pour le format. Donc je les bloque convenablement. Et en fait, le tour d'après, il me fait un tour à 21, sachant qu'en Silver Edge, on a 20 PV. Je veux dire, un tour à 21, ça veut dire que si je bloque aucune de ces cartes, je suis mort, quoi. Il me fait un tour qui me propose létal en un seul tour. Ce que j'ai trouvé hyper impressionnant. Et en plus, mon oppo me dira à la ronde numéro 3 qu'il a fait un tour à 28. Donc il y a un côté chez Lexi, plancher-plafond, qui est assez disparate. J'imagine qu'en plancher, à l'instar du premier tour qu'il m'a fait, bah, des fois t'envoies que 8, là où Kaio va essayer de t'envoyer tout le temps 12. Par contre, il y a des tours où tu vas envoyer 28, ce que Kaio ne peut pas faire. Et donc ça rend le deck, je trouve, intriguant, si on est capable de le builder, de l'optimiser pour faire 12 tout le temps, et parfois tu fais 20, bah, y a un monde où c'est un très bon deck aggro du format. Peut-être que c'est connu des joueurs de Sage que Lexi est un bon deck. Moi, je le savais pas, je le connaissais pas. Et pour le coup, j'ai été impressionné. Donc mon oppo m'envoie 21, je suis obligé de bloquer, je mets mon stuff, j'essaye de ne pas mourir. S'ensuit une game très complexe où je continue à agresser, à essayer de préserver la tempo. Je suis à 1 PV pendant 3 tours d'affilée et j'oblige mon oppo à mettre 3 cartes de sa main tous les tours. Et derrière, lui, il me repropose 4, quoi. Parce qu'il fait pour 0, il me propose des 0 pour 4. En gros, il bloque avec 3 cartes de sa main, il me propose des 0 pour 4, je suis obligé de mettre 2 cartes, et du coup derrière je repropose que 6 dégâts, il est à 2 PV, et moi je suis à 1 PV, et donc du coup on s'ensuit un peu une fin de game comme ça, où je sens que je vais arriver à l'épuisement, ça va être compliqué, et il y a un tour un peu clutch, où, donc je rappelle que mon oppo il est à 2, moi je suis à 1, on n'a plus de stuff chacun de notre côté, mais c'est moi qui ai le momentum et qui pousse à chaque fois des dégâts, qui l'oblige à mettre toute sa main. Sauf qu'à chaque fois, moi ce qui me frustre, ce qui fait que je peux pas finir, c'est que comme il m'envoie 4 pour 0 et non pas 3 pour 0,
je suis toujours obligé de défendre avec 2 cartes de ma main, parce que mes cartes défendent qu'à 3. Et donc du coup, à chaque fois, je suis obligé de repousser que 6 ou 7. Ce qui fait que, en termes de dégâts, ce qui fait que lui, il est capable toujours de conserver au moins une carte de sa main pour pouvoir me renvoyer des dégâts. Et j'ai un tour où j'arrive à setup un token might. Donc ça, c'est des tokens qu'on va pouvoir générer avec des cartes qui nous permettent de donner +1 à la première attaque de notre tour. Et j'ai un tour où je fais une bousculade, pitchée avec une carte à 6 évidemment, +1 de puissance avec un token puissance, ce qui fait que ma bousculade, elle vient pas pour 6 ou 7, elle vient pour 8. Et comme elle vient pour 8, ça veut dire que mon oppo, il est obligé de mettre 3 cartes de sa main encore une fois, parce que si je viens pour 6 une fois et que mon oppo, il conserve 2 cartes, il y a un monde où il va m'arracher trop de cartes de ma main pour préserver mon dernier point de vie et reprendre le momentum. Et s'il reprend le momentum, ça va pas bien se passer. Et donc vraiment, fin de game hyper stimulante, hein. J'ai pris un tour à 21 et je suis encore dans la game à un point de vie. Et c'est là où Flesh and Blood prend tout son sens. Et quand vous avez joué une game comme ça de Flesh and Blood, c'est simple, à la fin de cette game, on s'est regardé avec l'oppo, sans vous dire qui a gagné cette partie ou pas, et on s'est tous les deux dit, ok, c'est pour cette game-là qu'on joue à Flesh and Blood. Et c'est un truc que vous aurez pas, en tout cas pas de manière si significative, je trouve, dans d'autres TCG. Donc bref, je fais une bousculade à 8 qui oblige mon oppo à mettre toute sa main. La seule carte qui conserve, c'est non pas une 0 pour 4, c'est une 0 pour 3, ce qui fait que je peux la bloquer qu'avec une seule carte de ma main, et donc recommencer mon tour avec mon oppo à 1 point de vie, et moi avec 3 cartes dans ma main. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais en tout cas ça me permet de le finir. Et donc du coup on s'est retrouvé pendant 3-4 tours, lui à 2, moi à 1, moi avec le momentum qui lui faisait utiliser ses cartes de sa main, et moi qui du coup arrivais à préserver mon dernier PV en bloquant comme je pouvais. Et voilà, et on a eu un switch... un switch assez improbable grâce à cette bousculade qui est venue pour 8 en une seule carte, alors que si elle venait pour 6, ça changeait tout. Et mon oppo qui n'a pas trouvé dans une de ses mains une 0 pour 4, mais simplement une 0 pour 3, ce qui m'a permis ensuite d'enlever le dernier dégât, et je finis par remporter cette game. Et donc c'était une game de fou, hein, vraiment, une game incroyable, trop bien. J'ai pris un tour à 21 et je finis par l'emporter à 1 point de vie. Et on est vraiment sorti de là en mode putain, c'était cool quoi. C'était vraiment très très cool comme game, et ça m'a rappelé pourquoi Flesh and Blood était un jeu aussi génial. Je suis à 2-0 dans le tournoi, je suis content. Je sais que PL est à 2-0 aussi dans son tournoi, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça aussi, donc on est tous les deux bien placés. On a peur de se rencontrer en round 3, mais finalement on tombe pas ensemble. J'affronte un joueur qui joue Levia. Donc Levia, c'est une brute comme Kaio, mais c'est une brute qui joue avec un trait, avec un sous-type Shadow, et qui globalement va pousser aussi de grosses mathématiques, un peu à l'instar de Kaio. C'est un peu le même genre de deck, si ce n'est que tu as un sous-thème qu'on appelle la Blood Debt, que je n'ai pas la traduction en français, qui va te demander tous les tours de retirer des cartes de ton cimetière pour payer ta dette. C'est la dette de sang, la Blood Debt, pardon. Et ça va te permettre, donc, sous certaines contraintes, d'envoyer des meilleures mathématiques que les brutes qui, elles, n'ont pas de contraintes. En gros, tu as des contraintes, mais tu pêches plus de dégâts. Mais ça te demande, du coup, de setup tes tours de manière un peu plus alambiquée, là où Kaio pousse flat 6 pour 2, 6 pour 2, ou 7 pour 3, 7 pour 3. Levia, ça va pousser 7 pour 2, mais il faudra te démerder pour pouvoir payer ta Blood Debt. Je grossis un peu le trait, mais vous avez compris quoi. Ça a des meilleures maths, mais il y a une condition. Je sais plus qui gagne le toss, et c'est important quand même à Flesh and Blood, parce que sur les decks qui veulent attaquer, tu veux jouer second, et ça a de la valeur, ça te permet de prendre la tempo directement. Bon, j'ai plus le... Je crois que je perds le toss, mais j'en suis pas sûr. Et mon oppo commence à mettre en place son plan de jeu. Sauf que dès le deuxième ou le troisième tour, je crois, mon oppo, il me fait 10 Dominate, Intimidate. Donc Intimidate, ça veut dire que ça me retire une carte de ma main pour mon tour défensif. Je vais conserver cette carte-là pour mon tour offensif. Donc ça m'enlève pas de push de dégâts, mais ça m'enlève une valeur de bloc si tant est que j'avais envie de bloquer. Donc c'est comme ça notamment que les decks bruts arrivent à tabasser les decks gardiens qui ont beaucoup de blocs en disant attends, je t'intimidate tes cartes de ta main, comme ça tu peux pas trop bloquer et moi je peux rentrer des dégâts. Mais surtout le pire, c'est qu'il me fait 10 Dominate, et Dominate, c'est une capacité dans le jeu qui dit que ton oppo, il ne peut bloquer qu'avec une seule carte de sa main.
Et donc quand mon oppo il me fait 10 dominate, bah je peux bloquer que 3 dégâts en fait. Genre je suis obligé de mettre une seule carte de ma main. Je peux mettre mon stuff, mais ça me fait chier, parce que ton stuff t'as envie de le garder pour la fin de partie, pour bloquer des attaques peut-être qui ont notamment de la disruption peut-être, c'est-à-dire avec des effets on-hit. Et là non en fait mon oppo, très rapidement il me propose 10 dominate. Donc bah ok je prends 7, c'est genre un tiers de ma vie, un peu plus. Je lui fais un tour, je dois lui proposer, je sais pas, peut-être une attaque à 7 ou 2 attaques à 6. Mon oppo défend, il met un peu de stuff et tout. Tour d'après, il me repropose exactement la même séquence. 10 dominate, donc plus 4 intimidate sur la prochaine attaque. Et je viens pour 6, donc 6 plus 4, 10, dominate. Et je dis, bah ok, je vais rebloquer 3 et je vais reprendre 7. Et en fait, j'ai jamais réussi à récupérer la tempo dans cette game. En fait, le fait que mon oppo avait dominate sur ses cartes, ça faisait que je pouvais pas éponger le stock de dégâts qu'il m'envoyait. Et donc, quand bien même, bah, je conservais quand même des cartes de ma main, j'arrivais pas à compenser. En fait, il faisait 10 dominate en arrivant à bloquer 6 sur mon tour de défense. Il devait avoir Arsenal, Pitch pour 0 plus 4 sur sa carte Dominate qui jouait avec son Pitch. Et il bloquait avec 2 cartes de sa main. Donc ouais, j'ai l'impression que les mathématiques n'étaient pas du tout en ma faveur. Et que du coup avec 5 cartes dont un arsenal, il arrivait à éponger 6 et envoyer 10 dominate, ce qui fait que ça faisait 16 de différentiel. Ce que Kaio peut faire en vrai, hein, mais le fait que ça soit dominate, il m'imposait de prendre les dégâts. Et derrière, ouais, j'arrivais pas à pousser les mathématiques pour entre guillemets égaler le nombre de dégâts qui me pushait. Et on est arrivé quand même en fin de game sur un moment un peu clutchy, un peu tendu. Mon oppo a 2 choix. Alors je sais pas exactement comment fonctionne l'Evia, donc je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, il peut m'envoyer genre, je sais pas, X dégâts. Ou alors il peut m'envoyer un peu plus de dégâts. Mais si jamais je décide de bloquer, donc on va dire X plus 2, si jamais je décide de bloquer, il faut qu'il chatte une carte particulière sur le dessus de son pack, sinon il peut pas payer sa dette de sang, et dans ce cas-là, il se suicide. Donc en gros, il a un truc high risk, high reward, genre je peux envoyer X dégâts, ou je peux en envoyer X plus 2, mais si le sommet du dessus de mon deck n'est pas une carte spécifiquement à 6 ou plus, et bien dans ce cas-là, je mourrai en ne payant pas ma dette de sang. Ouais, c'est exactement ça qui se passe. Il avait le tempo, le momentum, il avait un peu plus de PV que moi, la sécurité aurait voulu qu'il pousse juste son X de dégâts et qu'il soit sûr de pouvoir payer sa dette de sang. Sauf que mon oppo, il me dit ouais, je suis joueur, vas-y, je la tente. Il envoie son attaque donc un peu plus push et il me dit bah ok, on va révéler la carte du dessus. Et là, il révèle ouais, il tente le beau jeu en fait. On est là pour s'amuser, vas-y. Et il révèle une carte du coup qui n'est pas une 6, qui doit être un buff, j'imagine. Et du coup, il me dit ah bah ok, c'est simple, si tu bloques cette attaque, et je crois qu'il vient pour 8 au lieu de venir pour 6, quoi. Il vient pour 8, il me dit bah si tu bloques cette attaque, j'ai perdu, je peux pas payer ma dette de sang, il devait être à, je sais pas, à 2 PV peut-être. Et en gros, il prend le risque, enfin, il prend le choix high risk, high reward, et il n'est pas récompensé parce qu'il top pas une 6 ou plus. Et du coup, mécaniquement, il doit mourir parce que 8, moi j'ai ma main à 4, je peux mettre toute ma main en valeur de bloc, avec des blocs 3, j'ai 12 de valeur de bloc en 4 cartes. Genre à ce moment-là, elle paye sa dette de sang en bannissant des cartes à 6. Voilà, c'est ça. Donc s'il trouve pas une carte à 6, il a plus de carte à 6 dans sa défausse, du coup il peut pas payer sa dette de sang, et du coup il meurt parce qu'il est trop bas en PV. Voilà, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et donc quand il révèle la carte et que c'est pas une 6, il me dit bon bah ok, voilà, si t'as 8 de bloc, j'ai perdu. Et il se trouve que spécifiquement, pile à ce moment-là dans la main, j'ai 2 blocs 3 et 2 cartes qui bloquent pas. Du coup, je peux bloquer que 6 sur 8, je suis à 1 PV et je meurs. Je meurs alors qu'il suffisait juste que j'ai une 3e carte qui bloque à 2 ou à 3. Je mettais mes 3 cartes en bloc et mon oppo mourait du risque qu'il avait pris de ne pas payer sa dette de sang. Donc j'étais un peu fou parce que... Enfin, fou, on a rigolé, hein, c'était un bon moment. J'étais un peu fou parce qu'il prend un play ultra risqué,
il est pas récompensé, il doit mourir, et j'ai encore moins de chat que lui sur le moment, parce que je peux pas bloquer son attaque à 8. Donc c'était hyper drôle, ce qui fait que mon adversaire gagne cette game avec un peu de panache, quoi. Il a pris le plan de jeu risqué, ça a pas payé, mais comme ça a moins bien payé dans mon cas, bah, il a quand même gagné. C'était trop marrant. Vraiment un classique brut, un duel de brut. On était tous les deux... deux zozos, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas pu bloquer et lui, il pouvait pas payer sa dette. C'était assez marrant comme situation. Donc, c'est mon oppo qui se retrouve en finale, hein, avec 16 joueurs et 4 rondes. Il y a 2 joueurs à 3-0 qui s'affronteront en finale. En vrai, c'était un très bon joueur. Il a fait aucune erreur. Il maîtrisait parfaitement son deck. Et en plus de ça, il avait le mérite de jouer Levia, qui, je pense, dans le format, est probablement perçu un peu comme un Sukayo. Donc c'est assez stylé quand même d'arriver en finale avec Levia. C'est là où ils sont trop forts sur le design des persos. Ouais, complètement, Mastad. Complètement. Donc à ce moment-là, je suis à 2 victoires et 1 défaite. Je pourrais pas me battre pour la boîte. Je pourrais pas me battre pour la redistribution de la boîte. Ouais, parce que c'est marrant, parce qu'en gros, si n'importe qui en dehors de PL ou moi gagnait la boîte, bah il gagne tout. Il gagne la boîte pour lui et bah trop bien, t'as une display gratuite. Mais si c'est PL ou moi-même qui gagnons, bah la boîte était redistribuée, tu vois. Donc il y avait un peu ce truc, ok, si c'est nous qui gagnons, tout le monde en profite. Mais non, PL a perdu sa 3e ronde également. Et moi aussi, donc on est tous les deux à 2-1. On pourra pas jouer pour la boîte. C'est l'adversaire qui bat PL qui va en finale, qui jouait Faille. Ils ont fait un mirror de Faille. Donc la finale, ça sera Levia contre Faille. Faille qui a un bon deck du format, très agressif aussi, qui, à la différence de Kaio, va push des mathématiques par plein de petites attaques. Nous, on va push 2 grosses attaques à 6, et parfois un coup de mandibule qui fait qu'on va monter à 15 ou 17. Lui, Faille, c'est un deck qui, pareil, peut monter à 18, 19, 20 de dégâts, même 21 si vous regardez le reel de PL sur Instagram. Mais tu vas le faire avec plein d'attaques à 3 ou à 4, globalement. Dernière ronde, moi j'affronte Dash, le Dash premier du nom, je crois. Oui, c'était Dash premier du nom, qui nous permet de commencer la partie avec un item sur le board. L'item que mon oppo avait choisi, c'est un item qui lui permet de générer un point d'action, une ressource à chaque fois qu'il booste, je crois. Donc ça lui permet de faire des tours avec un peu plus de dégâts push. C'est un deck agressif qui veut essayer d'enchaîner les 0 pour 4 ou les 1 pour 5 go again. Si je dis pas de bêtises, c'était le premier tournoi de mon adversaire très sympathique, qui, je pense, en tout cas j'espère le revoir sur d'autres tournois. Pareil, il jouait le préconstruit Dash. C'était l'hyperdriver, oui. Tu mets une ressource première fois que tu boostes. Ouais, c'était exactement ce que mon oppo jouait. Et donc c'était une game très classique, game agressive. On a fini la game en 5 minutes où mon oppo push des dégâts, je prends tout. Je push des dégâts à mon oppo, il prend un peu tout, il essaye de bloquer comme il peut, mais c'est toujours pareil, si tu bloques, derrière tu fais moins de dégâts en attaque, et si tu attaques mieux que ce que tu bloques, les mathématiques elles sont en faveur de l'attaque, et Kaio globalement est juste un deck qui fait des meilleurs maths que Dash, donc je prends tout, il prend tout, tu prends tout, je prends tout. Il y a un moment, il y en a un qui est en dessous des 20 PV et l'autre qui a quelques PV qui restent, et celui qui avait quelques PV restants c'était moi, et donc c'est moi qui finis par l'emporter avec Kaio. C'était pas le duel le plus intéressant. Les games que j'ai eu à faire contre Enigma, contre Lexi, contre Levia étaient quand même plus disputés, où vraiment il y avait des moments où il fallait bloquer, il y avait des moments où on était tous les deux très très bons en point de vie. Là, dans cette game, j'ai vraiment eu l'impression que Kaio, ça faisait un peu juste moins de maths, que Dash, pardon, ça faisait juste moins de maths que Kaio, et que du coup c'était en défaveur un petit peu de mon adversaire à ce moment-là. Donc je remporte cette game, je finis à 3 victoires pour 1 défaite. Je finis avec les départages 3e du tournoi, juste devant PL qui lui finit 4e, pareil avec 3 victoires et 1 défaite avec Faille. C'était hyper sympa. Il y a un joueur qui finit 2e, celui qui perd la finale, donc le joueur de Faille qui perd la finale et qui finit 2e. Et celui qui remporte la finale, c'est l'adversaire qui m'a battu avec Levia. Donc félicitations à lui, il remporte la boîte avec un héros pour le coup pas hyper attendu, pas hyper joué. Lui c'est son pet deck, il joue ça depuis des années. Il avait
son héros qui était en mode illustré, en mode artist proof, dessiné à la main, donc vraiment un fan de Levia, j'imagine. Et je trouve ça hyper cool que ce premier tournoi Silver Age ait été remporté par un héros comme Levia qu'on voit pas du tout dans les tops. Ça récompense le fait que le gars, il a son pet deck, il le joue depuis longtemps et il le connaît bien et ça suffit pour gagner des héros considérés comme étant meilleurs, notamment comme Faye ou comme Kaio. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, je me suis régalé, c'était hyper stimulant, c'est trop amusé. Même, enfin, je veux pas parler pour PL, et de toute façon, il a fait un reel pour partager son expérience sur Instagram de ce premier tournoi Sage pour lui. Mais je sais qu'il a passé un bon moment, on s'est vraiment éclaté. Les gens étaient accueillants, les gens étaient sympas. Tout le monde était disposé justement à accueillir les nouveaux, à faire en sorte que leur expérience de jeu soit la plus quali possible. À la fin, le gagnant, c'est un deck un peu exotique, en tout cas qu'on voit pas régulièrement. Donc en plus de ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et je vais vous dire, j'ai tellement kiffé que cet après-midi, je vais faire un tournoi Sage. Voilà, il y a un tournoi Sage à Toulon, je finis ce live, je me fais vite fait à manger et je pars en tournoi. Donc je suis content, le jeu est cool, le jeu est marrant. J'avais peur parce que les premières games de Sage que j'avais fait, c'était Braillard contre Cano avec Lancelot quand il était sur Toulon. Et c'était des games qui se résolvaient vraiment très 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 vite, très très rapidement. Il y avait un peu une sensation de blitz qui me laissait penser qu'on n'avait pas toute la saveur de Flesh and Blood, qu'on n'avait pas le temps d'apprécier ce jeu qui parfois quand même justement vit sur plusieurs tours avec une fatigue qui s'installe, une tension, peu de PV restant à la fin, que j'ai eu lors de ce tournoi, que j'avais pas eu dans mes games avec Lancelot, notamment parce que Cano est un deck un peu particulier à affronter. Et donc ça m'a vraiment, là où j'avais un avis un peu mitigé sur le Sage, en me disant ça retranscrit quand même pas toute la grandeur et la subtilité du CC, qui est le format classique construit. Je reviens sur cet avis. En tout cas, là, le tournoi que j'ai fait m'a complètement convaincu que si, j'ai eu les mêmes sensations qu'en CC. J'ai eu ces games qui durent, où tu essayes de reprendre micro-décision, micro-avantage après micro-avantage pour pouvoir reprendre un petit peu la tempo et finir ton adversaire qui est à 1 et qui te full block. Il y avait un truc hyper cool qui m'a parlé dans ce tournoi-là. Donc je suis content d'avoir pu participer peut-être à faire découvrir le Sage à certaines personnes, en tout cas de la communauté toulonnaise. Je suis content d'avoir mis en valeur Seiza, qui est une boutique super sympathique dans le centre-ville. Je suis content d'avoir collaboré avec Legend Story Studio pour mettre en avant un jeu que j'adore. Et voilà, je vais continuer à jouer en Sage et je vous tiendrai au courant de la suite de mes aventures là-dedans. Donc si jamais vous avez jamais testé Flesh and Blood, mais que ça vous fait de l'œil depuis longtemps, rencardez-vous près de vos boutiques, regardez s'ils ne proposent pas du Silver Age, parce que je pense que ce format va faire beaucoup parler de lui et va créer pas mal de communautés à droite à gauche en France. Voilà. Sur ce, YouTube, je vous laisse, j'ai un tournoi Silver Age à aller jouer et je vous tiendrai au courant évidemment de ma performance ou non dans une prochaine vidéo.